Bonjour Vincent Biancardini, vous êtes le Chief Data Officer de LCL. Alors LCL, une banque bien connue en France. Vous avez pris vos fonctions en 2020 à la création d'une direction data. Pour autant, il y avait déjà des activités autour de la data. Quels ont été vos objectifs lorsque vous avez pris votre poste ? Alors déjà on me les a fixés, puisqu'il y en avait quelques-uns et qui étaient multiples. Le premier c'était d'avoir des convictions sur la donnée, puisque finalement il y avait déjà eu quelques initiatives qui avaient été menées. Et puis une banque comme LCL, mais comme toutes les banques, sont déjà concernées par la data dans un cadre réglementaire. Il y a pas mal de choses à faire, sur lesquelles on est totalement obligé de pouvoir démontrer des choses. Et puis on manipule quand même des données qui sont ultra confidentielles, puisqu'on les donne à nos clients. Mais finalement, les trois initiatives principales qu'on m'avait fixées, c'était déjà de se rapprocher de nos clients, de mieux les comprendre pour pouvoir leur proposer les bons produits et les satisfaire. Ça paraît basique dit comme ça, mais il y a énormément de chantiers à mener. Le deuxième axe, c'était de mettre en place une gouvernance et puis finalement de faire rayonner la puissance de la donnée au sein de toutes les directions, parce qu'on est quand même assez nombreux. Depuis 2020, donc, vous avez mené des projets pour installer cette direction data dans l'entreprise. Quels ont été les principaux projets qui ont permis d'installer la data, et puis quelle est sa place finalement aujourd'hui dans l'entreprise, auprès des métiers Bien, finalement, la première chose qui paraît peut-être la plus incongrue, ça a été de s'assurer de la sécurité des données. On est parti de là, donc on a revu tous les process d'habilitation et on a regardé qui avait accès à quoi, puisqu'on a un entrepôt qui est quand même assez énorme, et puis donc on a fait un petit peu de ménage. Ça ne veut pas dire que c'était pas bien, c'était mieux de, finalement l'objectif a été de donner les bonnes données aux bons utilisateurs. Ça c'était vraiment la première étape. La deuxième c'était de mettre un cadre de gouvernance, on est quand même dans une structure qui est sous l'égide de régulateurs, donc c'est parti du COMEX, on a déterminé une grande feuille de route avec quelques livrables et quelques étapes, et on a fait valider. C'est quand même beaucoup plus facile pour redescendre ensuite vers les différentes directions. Et puis la troisième, c'était de démontrer via quelques cas d'usage la valeur qu'on pouvait avoir avec des données de qualité. D'accord. Et aujourd'hui, quand vous parlez de la donnée au sein de l'entreprise, qu'est-ce que ça représente ? Parce que c'est vrai que c'est toujours une matière un peu abstraite, sinon pour les experts du sujet. Effectivement, on est passé du stade où la donnée c'est de l'informatique à la donnée c'est quand même un produit pour les métiers. Donc on n'est pas encore data-centrique, mais il y a un grand nombre de directions qui sont vraiment montées en maturité par rapport à cet actif. C'est considéré comme un actif, et finalement le challenge qu'on a réussi à relever sur une grande partie donc, de ces directions, c'était que ces données se sentent propriétaires. Elles ne le sont pas toujours, mais au moins elles se sentent propriétaires, voire responsables. On aura l'occasion d'en revenir sur ce point, notamment sur les questions de gouvernance. Effectivement, il y a des rôles de data owner, de data steward. Je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter. Je vous propose de passer à une deuxième séquence, rentrer un peu dans le détail. La donnée, c'est pas pour jouer entre experts dans des entrepôts de données ou sur des data lakes. C'est d'abord pour servir des métiers et de créer de la valeur. Sur cette partie-là, est-ce que vous pouvez nous présenter quelques cas d'usage de produits de données que vous avez développés et mis à disposition des métiers au sein de la banque ? Alors, le premier usage, finalement, c'est de mettre à disposition cette donnée. Parce qu'on en a beaucoup dans un système d'information qui est extrêmement complexe, qui existe finalement depuis plusieurs dizaines d'années, sur lequel on a rajouté différentes couches. Et c'était ça la première complexité, parce que les premières vagues, et d'ailleurs lorsque les premiers data lakes sont arrivés il y a 10 ou 15 ans, alors on va dire selon les technologies, c'était de prendre toutes ces données et de les envoyer dans un entrepôt. Là, on a plutôt visé la qualité, la pertinence, c'est-à-dire d'avoir la donnée juste, et finalement de mettre à disposition les bonnes données pour les bons usages, et à chaque fois se préoccuper, sans pour autant être green, puisque ce n'était pas encore complètement la mouvance, mais on avait un petit temps d'avance par rapport à ça, se préoccuper par rapport à toute cette masse-là. Si on rentre de manière un peu plus concrète, il y a finalement une dominante risque réglementaire, conformité, qui était nativement concernée. On leur a mis à disposition des données qui sont beaucoup mieux tracées. Donc cette notion de traçabilité, elle ne concernait pas finalement toutes les couches. Là maintenant, elle concerne tout le monde. Ça c'est déjà le premier élément. Et puis le deuxième, puisque chez LCL, on a une charte client avec un vœu qui est simple, mais qui concerne beaucoup d'entreprises, c'est de rendre nos clients satisfaits. On a essayé de beaucoup mieux caractériser, de beaucoup mieux segmenter nos clients pour leur proposer les bonnes offres,
mais pas que, pour les équiper, aussi pour les satisfaire. Parfois, c'est quelle est la prochaine attention ou la prochaine intention qui va les satisfaire. Et là, on a développé un certain nombre de modèles par rapport à ça. Je pourrais donner le best time to reach. Alors, on ne parle pas trop en anglais chez LCL. On va dire le meilleur moment pour contacter notre client. On s'est juste posé la question par rapport à des problématiques des métiers qu'ils n'arrivaient pas à résoudre. Quand on sait à quel moment le client vient nous voir de manière fréquente et récurrente sur des créneaux horaires, des créneaux dans la journée, des créneaux de saison, finalement, on arrive à l'appeler au bon moment où il sera disponible. Oui, du coup, on n'est plus du tout à l'intuition, finalement, on travaille sur des faits, et les faits, c'est les données qui les donnent, c'est ça, hein? Absolument, alors d'autant plus que quand on a produit ce premier modèle de Best Time to Reach, on en avait d'autres que je pourrais prendre comme exemple, mais celui-ci, certains métiers nous disaient « mais je ne comprends pas, vous arrivez à caractériser avec 90% de confiance uniquement pour 30% de nos clients ». Bah oui, parce qu'on a 70% de nos clients qui viennent de manière irrégulière, tout simplement, parce qu'on consomme la banque comme on a envie de la consommer. Puis après, il y a des personnes qui sont très rythmées, très organisées, qui viennent nous voir le mercredi après-midi. Donc cela, on arrive à le définir. Donc là, on est très factuel, bien sûr. D'accord. Alors j'imagine que ces cas d'usage, ça participe à l'acculturation des métiers. Comment vous avez travaillé, si on se rentre un peu dans le détail, sur la manière d'acculturer ces différents métiers et de collecter même leurs besoins en amont avant de pouvoir délivrer des produits, parce que souvent c'est déjà leur faire comprendre ce que sont les données, ce qu'elles peuvent leur apporter. Comment vous avez travaillé là-dessus? Quelle était un peu votre méthode de manière opérationnelle? Alors, je peux définir une méthode opérationnelle, mais finalement, on avait quand même des publics très différents. Certains étaient très clairs, il n'y avait plus qu'à avoir le budget et la conviction. Et puis d'autres ne savaient pas trop, avaient des problématiques, mais c'était finalement les plus faciles à convaincre, puisqu'ils n'avaient pas encore cette compréhension de la puissance de la donnée. Donc, pour la première catégorie, mon job a été plutôt simple, mettre en place un cadre de gouvernance et surtout de l'outillage plus puissant que ce que nous avions précédemment pour pouvoir manipuler, préparer, nettoyer et puis aussi, surtout, je dirais même, s'intéresser à la qualité de la donnée. Je pense que la grosse évolution sur cette première catégorie de public, c'était vraiment de les sensibiliser sur la qualité puisqu'ils avaient plutôt tendance à regarder la donnée sur leur périmètre et pas obligatoirement sur les périmètres amont ou, je dirais, en continuité. Ouais. En revanche, pour ceux qui considéraient la donnée comme une matière plus ou moins secondaire, on a commencé à rentrer dans des sujets sur des cas d'usage très concrets. Celui que je prends, pour exemple, pour le Best Time to Reach, il est très intéressant, mais on va se le dire aussi, au-delà des contraintes réglementaires de qualification de KYC de nos clients, on s'est aperçu que détecter plus d'informations ou fiabiliser les informations qu'on recueille sur nos clients permettait de mieux vendre et de mieux équiper. Donc finalement, ça s'est fait assez naturellement avec la démonstration de cas d'usage tels que le NBO, Next Best Offer, sans pour autant se prendre pour Amazon, déterminer quel est le prochain produit que le client a le plus de chances de souscrire, c'est quand même une information intéressante. Donc finalement, développer la notion de conseiller augmenté a été extrêmement profitable. Et puis il suffit de voir les chiffres, c'était plus performant. D'accord, je pense que vous répondez un peu à ma question ensuite, qui était de savoir comment on convainc et on démontre la valeur. Bon, quand on arrive à faire vendre plus, a priori, la démonstration de valeur, elle est assez évidente, mais c'est souvent une vraie problématique de trouver comment mesurer et qualifier la valeur, parce qu'elle peut être diverse. Hein, Alors, je ne suis pas sûr d'avoir réussi à démontrer que les modèles qu'on a mis en place ont permis de développer plus de business. Ce dont je suis sûr, c'est que les conseillers qui utilisaient ces modèles étaient plus satisfaits. C'est toujours très compliqué, puisqu'il y a finalement plusieurs causes, et d'attribuer finalement comme un modèle d'attribution chacune des causes par rapport à l'efficience. En revanche, on a des retours utilisateurs. On a mis en place assez récemment pour nos conseillers, donc il y en a quand même plus de 10 000 qui sont dans le réseau, une capacité à évaluer la pertinence des opportunités commerciales qu'on affiche sur leur poste de travail. Jusqu'à présent, ce qu'on regardait, c'était le taux d'utilisation ou le taux de retour client. Et finalement, là, on regarde plus la satisfaction de nos conseillers par rapport à ce qu'on leur propose comme finalement agrément au quotidien pour avoir cette logique de conseiller augmenté. Et les retours sont plutôt bons. Et d'ailleurs, parfois, ils ne sont pas bons, ce qui nous permet de nous remettre en cause et de regarder certaines campagnes commerciales qui sont un peu moins ajustées. Oui, c'est vrai que ça rejoint un peu l'idée d'une satisfaction en parallèle, qu'on met souvent en parallèle, c'est la satisfaction des employés et celle des clients, puisque les deux doivent finalement converger vers une création de valeur. En tout cas, c'est comme ça un peu que vous l'appréhendez, j'ai l'impression. Absolument, c'est essentiel. On va appeler ça une symétrie des attentions finalement. Mais
Ça se passe aussi du conseiller dans une logique self-care, puisqu'on a bien évidemment un certain nombre de processus qui permettent à nos clients de souscrire directement sur le site, mais à un moment, ils vont quand même voir le conseiller. Donc finalement, c'est une logique globale. Ouais. Voilà. Il faut s'intéresser finalement à tous les petits virages pour qu'il n'y ait pas de dérapage dans le parcours client. D'accord. Alors je vous propose de passer dans une troisième séquence où on va parler un peu du mode d'emploi, entre guillemets. On en a déjà parlé quand même, vous en avez déjà parlé plus ou moins dans un certain nombre de questions, mais on va rentrer un peu dans le détail. On parle d'organisation data, il y en a à peu près autant d'organisations qu'il y a d'entreprises, avec là aussi des questions d'héritage, de legacy. Donc quel vous le modèle que vous avez retenu? Est-ce que c'est de la data dans les métiers? Est-ce que c'est une direction centrale avec des avantages et des inconvénients? Et voilà, quel modèle? Et puis finalement, quelle analyse vous en faites de ce modèle? Parce qu'aucun n'est parfait. Alors oui, il y a des points forts, mais pas que. Alors moi, déjà, je suis ravi, mais à titre personnel, puisque ce qu'on m'a confié, c'est à la fois la data gouvernance, mais également une grosse partie de l'analytique client et la mise en œuvre des campagnes commerciales et marketing. Donc finalement, on a le laboratoire pas loin de chez nous pour mettre en place un certain nombre de cas d'usage. Donc ça, déjà, je suis rattaché à la direction marketing et finalement, là, c'est extrêmement intéressant parce que les données qui nous intéressent, alors peut-être pas le plus, mais beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de données qui nous intéressent toutes, mais sont quand même les données clients. Donc là, je suis vraiment dans l'antichambre de tout ce qui se passe par rapport à ça, et je peux faire le lien entre des choses qui paraissaient parfois un peu abruptes, parce que quand on parle de data quality ou data management, ça ne plaît pas obligatoirement à tout le monde, et on a commencé à rentrer justement par rapport à cet écosystème. Donc ça, c'est vraiment extrêmement profitable, mais bien évidemment, on est un peu plus loin de l'IT, on est un peu plus loin de la conformité ou des risques et du contrôle permanent. Bon, mais là, je ne réponds pas complètement à votre question. Pour rentrer un peu plus dans le détail, on a un modèle hybride avec une structure de petite taille qui fait du data management et de la data gouvernance, un data management office assez standard, qui met en place donc toute cette gouvernance et qui anime une communauté. Alors nous, on les appelle les référents, mais ce sont les data stewards et les data owners, et on les anime très régulièrement. Déjà, en proposant quand même une méthodologie, un outillage, et puis bien évidemment en mettant en exergue. C'est ça, je pense, le plus intéressant dans notre plus gros apport de valeur, c'est finalement de mettre en exergue et en valeur les différentes initiatives qui sont réparties au sein de l'entreprise pour qu'on puisse se dire c'est possible et que d'ailleurs, il y a des liens qui se font. Notre job, finalement, il est encore mieux fait lorsqu'on s'écarte et qu'on laisse les personnes parler entre eux. Pour trouver des thématiques transverses et parfois un usage qui a été trouvé dans une direction, initié, il va être extrêmement profitable, voire encore plus profitable pour une direction voisine qui ne se parlait pas obligatoirement. Et c'est là qu'on a des victoires. D'accord, donc c'est les cas d'usage métiers qui vont parler à d'autres métiers finalement, parce qu'on est dans le concret, dans l'opérationnel et ils vont pouvoir s'approprier. On n'est pas du tout sur une... Enfin, c'est pas par la technique finalement qu'on pousse les cas d'usage, même si les sous-jacents sont forcément là aussi. On a essayé de le faire par la technique, mais ça ne marche pas. Donc moi, ceux qui me comprenaient, c'était la direction informatique. Bien sûr, c'est un public, mais ce n'était pas obligatoirement le public que je voulais adresser par rapport à ces cas d'usage. Donc on est vraiment allé chercher les métiers. Une des choses les plus importantes, mais c'est peut-être parce que j'ai été consultant pendant quelques années, c'est à la fin quand même d'élaborer des feuilles de route et de définir quels sont les leviers que la data va pouvoir apporter par rapport aux enjeux tactiques ou stratégiques de chacune des directions. Quand on rentre un membre du COMEX et qu'on lui dit qu'est-ce que vous voulez faire avec la donnée, ce n'est pas toujours bien compris. En revanche, quand on lui dit quels sont tes problèmes et qu'on revient quelques jours après avec des possibilités de solutions, ça parle tout de suite. Oui. On traduit, finalement, il y a une traduction par la data. Et vous parlez de feuille de route, donc c'est une manière finalement d'impliquer les métiers. À quel autre niveau vous les impliquez? Vous avez parlé de la gouvernance. Quel rôle ils tiennent dans cette gouvernance? Est-ce que c'est la définition de KPI de qualité? Alors ça, c'est essentiel. Les feuilles de route, il y a quelques thématiques qui sont bien évidemment les mêmes pour toutes les feuilles de route. Alors moi, quand je suis arrivé, je n'ai pas obligatoirement eu le temps de solliciter les métiers, donc je suis passé en COMEX pour faire valider une feuille de route déjà pour LCL, avec quelques ambitions comme je l'évoquais précédemment. Et puis on est descendu de plusieurs crans. Donc on a rencontré les référents ou data stewards pour leur demander quelles étaient premièrement les données critiques qu'ils manipulaient, sur lesquelles on devait travailler et mettre en qualité justement, parce qu'il y avait beaucoup de valeur derrière. Et puis on est monté sur finalement tout l'écran jusqu'au COMEX pour appréhender par rapport à leurs objectifs quel était le niveau de maturité
actuel et quel était le niveau de maturité cible pour mettre en place un certain nombre d'usages. Certaines directions n'ont pas vraiment compris l'exercice au début, on a dû les accompagner, et puis d'autres, comme je le disais, étaient très matures et savaient exactement où elles voulaient aller. Et notre job, il a finalement consisté à mutualiser tout ça. Pour qu'il y ait de la cohérence, de la transversalité, parce que dans une grande boutique, finalement, on travaille sur des sujets au quotidien, mais on n'a pas toujours la capacité à prendre ce recul. D'accord. Et donc sur la gouvernance, c'est eux qui sont en première ligne. C'est dans une approche un peu fédérée. Finalement, il y a du central et du local. Et ils définissent des KPI de mesure de cette qualité et de son suivi. Oui, alors je dirais que c'est aussi parce que l'équipe est relativement petite. On n'a pas obligatoirement les moyens de tout faire pour tout le monde. Et puis de toute façon, pour moi, être en centrale et tout définir, ça empêche les différents métiers de s'impliquer. Donc on donne un cadre, on assiste. Mais bien évidemment, notre job, c'est de sensibiliser pour que les métiers s'approprient leurs données. Ce qui est parfois compliqué, c'est quand une donnée est très utilisée par X directions qui n'ont pas obligatoirement les mêmes usages. Et c'est là que ça commence à frotter. Donc on doit arbitrer. Et là, à un moment, il y a une instance faîtière qui est de niveau COMEX, un comité stratégique de la data qui permet de prendre les grandes décisions par rapport au fait de pouvoir travailler avec certains partenaires, de pouvoir mutualiser certaines données, qui sont bien évidemment pas des données confidentielles et données clients. D'accord, je comprends tout à fait ce que vous dites. Alors, il y a ensuite, vous avez parlé, votre première auditoire, ce n'est pas forcément l'IT, mais il est important pour vous. Vous avez besoin de définir une plateforme. Quelle est la plateforme data dont dispose aujourd'hui LCL? Et puis, quelles sont un peu les évolutions prévues là où vous sentez qu'il y a besoin d'amélioration pour aller vers plus de démocratisation, notamment dans l'accès et la consommation? Alors, on n'a pas changé grand-chose par rapport au socle, parce qu'en 2020, il était déjà suffisamment puissant par rapport à ce qu'on attendait. Il y a un data lake, c'est assez standard, qui est alimenté par un grand nombre de sources de données, ainsi qu'un entrepôt assez puissant qui alimente des entrepôts dédiés aux différentes directions à leurs usages. Parce qu'on s'est aperçu qu'un énorme entrepôt dans lequel il y a toutes les données, finalement, c'est compliqué. À la fois en termes d'administration et de maintenance, mais aussi et surtout en termes d'usage pour des métiers qui vont se noyer. Donc ça, c'est déjà le premier élément. Ce qu'on a ajouté en revanche, c'est de créer certains entrepôts à la frontière entre différents périmètres pour développer des agrégats, parce que c'était une des choses qu'on ne voulait surtout pas, en commun. Un des premiers cas d'usage qui a été simple, c'était de définir qu'est-ce qu'un revenu client. Et finalement, en posant la question à 5 entités différentes, on a eu 5 définitions différentes. Donc finalement, le premier sujet, c'est de s'entendre sur les termes, donc un glossaire métier. Ça a été le premier véritable usage transverse pour tout le monde. On n'a pas encore terminé parce qu'il y a des milliers de données, mais en tout cas sur les données principales et critiques, on a commencé à bien s'entendre. D'accord. Et sur les évolutions, il me semble que vous avez eu une volonté d'aller sur plus de traçabilité des données, c'est ça, sur du linéage, comme on dit? Absolument. Alors, ça, c'est l'évolution qu'on est en train de mettre en place. On a choisi un outil qui est relativement puissant, mais qui se plug à un outil qui existe déjà, qui permettait de faire de la cartographie de tout le système d'information, sur lequel on en a rajouté 2 modules. Un premier pour le glossaire métier, celui-là, ça fonctionne. Et puis le deuxième, ça sera pour pouvoir faire de la traçabilité. Moi, j'y crois. Pour l'instant, j'attends que ça soit démontré, puisqu'on a quelques POC, pour faire une traçabilité technique. Donc un linéage technique qui permet finalement à nos métiers comme à nos équipes IT, qui sont aussi des métiers bien évidemment, d'avoir une première couche de connaissances pour pouvoir ensuite y rajouter une validation. On a choisi alors c'est ce modèle-là qu'on a choisi, il y a d'autres modèles, notamment dans le groupe agricole, ou qu'ont mis en place certains confrères, qui ne croient pas en cet usage qui paraît un peu magique comme ça et qui souhaite uniquement que les métiers déclarent, que ça soit déclaratif. Je pense qu'on va économiser des centaines de TP en automatisant cette première couche de remontée. J'y crois. On en reparlera sur la fin d'année parce qu'on est en train de le mettre en place. D'accord. Et au bout de l'aventure, qu'est-ce que ça doit apporter Alors là, il y a une première couche d'automatisation. Après, c'est les métiers qui vont venir travailler un peu finalement cette cartographie et en quoi ça doit les aider? Ça doit mettre une marketplace au bout après des données ou là, je pars très loin en avant encore? Oui, la marketplace, puis surtout dans le groupe agricole,
la marketplace des données, ça me semble un peu compliqué même en interne, puisqu'on veut vraiment sécuriser nos données et les préserver, donc voilà, c'est pas trop l'ambition. Non, en revanche, le sujet c'est de maîtriser parfaitement la source de nos données, les golden source, et ça on a encore parfois du mal, notamment quand on a plusieurs parcours clients qui s'enchevêtrent. C'est parfois compliqué de savoir d'où la donnée véritablement source vient. Donc ça, c'est vraiment la première grande plus-value qui sera très utile et qui permettra d'avoir beaucoup plus d'efficacité quand on a des problèmes de maintenance du système d'information, qui sera également très utile pour ne pas refaire des choses qu'on a déjà fait préalablement, parce qu'il y a parfois 1 ou 2 générations qui sont passées, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment du gain et de l'efficacité. Et puis ensuite, bien évidemment, c'est pour pouvoir exposer cette donnée de manière beaucoup plus fiable pour la mettre en sécurité. C'est-à-dire que si on arrive à identifier, et c'est très visuel, le parcours parfait, vraiment, de chacune des données, on arrivera à en connaître finalement tous les risques et surtout mettre en place l'indicateur de qualité au bon endroit, à l'endroit où il y a de la fuite, à l'endroit où c'est plus compliqué, à l'endroit où il y a parfois des dysfonctionnements. Et c'est grâce à ça qu'on pourra le faire parce que finalement c'est un petit peu comme un cycle de l'eau, hein, on ne sait pas trop où ça vient, on ne sait pas trop où ça part. Voilà. Donc là c'est vraiment un niveau de maîtrise. D'accord. Alors j'imagine que la DSI c'est votre partenaire sur ce projet. Alors, il y a sans doute d'autres collaborations. Alors, on sait que quand la data n'est pas dans la DSI, ça peut être parfois compliqué. Comment vous travaillez avec la DSI? Quels sont les contrats éventuellement que vous avez définis en commun pour pouvoir que les feuilles de route de l'un et l'autre finalement s'alignent, ce qui n'est pas toujours une évidence, on le sait. Quitte à être un peu cash, je n'avais pas le choix, déjà, hein, on va se le dire. Donc, non, mais au-delà de ce côté un peu trivial, ça s'est fait de la bonne façon, puisque finalement, on s'est, avec l'équipe du Data Management Office, assez facilement imposé, mais dans le sens littéral du terme, comme représentant de nos métiers. Donc, n'avoir qu'une seule voix par rapport à un schéma directeur orienté sur la data, par rapport à une capacité à recenser les cas d'usage et à les agglomérer quand parfois ils sont un peu redondants. Ça s'est extrêmement bien passé puisqu'on a apporté de l'efficacité. Après, il y a parfois des petites discussions, mais comme j'ai fait beaucoup d'informatique et que je respecte la règle que l'IT choisit la bonne solution selon l'expression de besoin du métier, ça se passe plutôt bien. On a des règles de base de fonctionnement. Et l'organisation qui a été mise en place au niveau de l'IT correspond peu ou prou finalement à ce qu'on a au niveau des métiers, avec un département de la data qui s'occupe justement d'administrer les plateformes et de récupérer toutes les sources du système d'information. Donc finalement, on travaille quasiment en binôme. Ouais, vous avez vos interlocuteurs au sein de la DSI qui sont alignés, qui comprennent vos enjeux et ceux des métiers que vous représentez finalement. Exactement. Écoutez, parfait. On va passer à une quatrième et dernière séquence qui est celui de l'entreprise augmentée, de la banque augmentée. Vous avez parlé du conseiller augmenté. Finalement, c'est un peu ça, les usages de la donnée, de l'intelligence artificielle et de ces différentes technologies. J'avais une première question, ça ne vous a pas échappé. On parle beaucoup de modèles, de grands modèles de langage, les LLM, de ChatGPT, de GPT-4. Ça remonte beaucoup dans les métiers, dans les COMEX. Est-ce que vous avez été saisi vous-même par les métiers de ces sujets et puis comment on répond finalement à ces attentes qui peuvent être parfois un peu exacerbées par rapport à ce que sont ces technologies? Est-ce qu'elles permettent réellement? Alors, il y a parfois un peu de fantasme autour de tout cela. Donc, la première chose qu'on a fait, c'était démystifier cet aspect magique et revenir sur les basiques, c'est-à-dire quels sont vos objectifs et dans quelle mesure une technologie pourra y répondre. Parce que c'est quand même ça la base. On n'a pas besoin de prendre des technologies extrêmement compliquées pour des besoins simples. En revanche, on a déjà d'une certaine manière du LLM chez LCL puisque on a un certain nombre d'outils qui permettent à nos conseillers d'avoir des foires aux questions améliorées. Donc finalement ça revient et on a développé ce genre de choses en interne de manière peut-être un peu moins, je dirais, diverse et large bien évidemment que ce qu'on voit actuellement sur le marché. Ça, c'est mon premier élément de réponse. Le deuxième, je pense qu'il y a des cas d'usage qui pourraient s'y prêter. Au sein du groupe Crédit Agricole, on a bien évidemment une charte d'utilisation de la donnée client qui consiste à ne pas divulguer les données de nos clients. Donc, on ne va pas pouvoir le faire sur des interfaces publiques.
Ce serait quand même un peu incongru. Donc là, on a dissuadé tout le monde. Hein. Les conseillers n'ont pas accès à ChatGPT pour se poser des questions en mettant des données clients. C'est totalement interdit, bien évidemment. En revanche, on commence à réfléchir sur des interfaces privées, notamment avec des liens en API, qui pourraient nous permettre de faire des choses intéressantes, toujours avec un objectif de productivité et d'efficacité. J'ai une question complexe, j'ai un courrier complexe à envoyer à un client, pourquoi pas? Pourquoi pas? On va dire qu'on reste ouvert, on n'a pas encore enclenché. D'accord, ok. Et puis on sait que ça prend aussi du temps là, quand on est dans du ChatGPT où finalement on est sur des usages assez récréatifs et avec des hallucinations. On sait ce que ces usages génératifs peuvent avoir comme limite. Difficile dans des interactions avec des clients d'avoir un taux d'erreur et des hallucinations de ce type-là. Ça paraît... C'est un peu ça, parce que le principe, ce qu'on oublie tout le temps, c'est que finalement, ce type d'outil permet d'avoir la réponse la plus juste par rapport à sa base de connaissances. Nous, ce qu'on a plutôt envie de faire, c'est de donner quelque chose qui soit à 100% fiable. C'est un petit peu différent, on ne veut pas du 98%. D'accord. Alors ça sera peut-être un de vos chantiers cette année. Est-ce qu'il y en a, si on doit faire un peu la synthèse de vos priorités, de vos grands chantiers cette année, ce sont lesquels? Alors, la traçabilité des données. Là, on a mis vraiment le paquet sur cet aspect-là. J'y crois. On en reparlera peut-être en 2024. Mais ça, c'est vraiment notre enjeu majeur pour les prochains mois. C'est d'être en mesure de pouvoir avoir cet aspect waouh et pas magique, je le répète, parce que techniquement, ça tient la route. On a travaillé sur l'intégralité des connecteurs, on a toutes les technos qui remontent. Donc là, ça peut être extrêmement intéressant. Là, on a tout mis là-dessus, mais il nous reste encore un petit peu de ressources pour travailler bien évidemment dans l'accompagnement. Alors, la finalisation de certaines feuilles de route, parce que certaines sont un petit peu en retard, l'ajustement ou l'actualisation de certaines pour les directions qui avaient déjà été embarquées sur l'année précédente, et puis un exercice qu'on aime bien faire, qui est l'évaluation de la maturité de nos différents métiers. C'est un exercice annuel, on ne fait pas une grand-messe, mais on publie quand même et c'est assez regardé. Et je pense que cette année, des directions vont rattraper d'autres qui se sentaient très à l'aise. Donc ça va être intéressant. C'est parfait, ça me fait une introduction pour ma toute dernière question. Vous parlez de maturité là, cette année. Si vous devez vous projeter dans 3 ou 5 ans, où est-ce que vous voudriez vous situer en termes d'usage, de capacité voilà, si votre cible en tant que Chief Data Officer et puis en alignement avec la stratégie de l'entreprise, où vous voyez? Que finalement la maturité globale soit bien plus haute. Il y a certains métiers qui ont été parfois un petit peu oubliés par rapport à ces usages de la donnée et qui ont cru que la donnée n'était utilisable que pour des sujets très orientés clients et business. Non. On a un certain nombre de RPA qui tournent extrêmement bien et qui permettent d'avoir beaucoup d'efficacité et de productivité. Donc finalement, c'est une lame de fond que je veux observer. Si je rentre un peu plus dans le détail, bien évidemment, sans rêver, dans 2 ans, une traçabilité de toutes les données critiques parfaite, puisqu'on l'a déjà d'un point de vue réglementaire. On est bien évidemment, pour l'intégralité de nos reporting, obligé d'être en mesure de pouvoir produire justement l'intégralité du lineage, mais pour des données qui ne sont pas utilisées dans ce cadre-là, c'est parfois plus compliqué. Donc ça, c'est vraiment une maîtrise de bout en bout de nos process clients, mais aussi back, mais aussi de nos données collaborateurs. Ça, c'est vraiment le premier enjeu qui sera possible grâce à la technique quand même, mais à la fin, la technique ne sert pas à grand-chose si on n'a pas fait la bonne conduite du changement. Donc là, la balle est dans notre camp au sein du Data Management Office. Ça, c'est vraiment le premier objectif. Le deuxième, c'est avoir développé beaucoup plus de cas d'usage, peut-être par rapport à des problématiques qu'on ne nous a pas encore soulevées, certainement par rapport à d'autres qu'on nous a déjà soulevées et qu'on ne sait pas, on n'a pas encore trouvé les solutions. Donc l'objectif, c'est de pouvoir creuser. Et à la fin, c'est finalement que chaque direction soit quasiment autonome et pas loin d'être data-centrique en termes d'organisation. Qu'on ne considère pas qu'il y a 1 ou 2 experts au sein d'une direction, mais que tout le monde soit concerné par la qualité de la donnée qui est utilisée par l'activité. Voilà. D'accord. Parfait. Merci Vincent Biancardini d'avoir participé à l'émission Data for Business pour Allianz. Merci.